Vous êtes né à Paris en 1921, vous aviez donc 18 ans au moment de la déclaration de la guerre et vous avez posé un certain nombre de gestes. Je vais vous demander dans quelle mesure vos origines juives ont joué un rôle dans les options que vous avez prises à ce moment-là. Elles ont joué un rôle, c'est difficile de dire d'une façon simple. Je crois que, disons, je suis d'une origine particulière, c'est-à-dire d'une famille de juifs espagnols, méditerranéens, de Salonique, de Livourne, Italie, Grèce. Je suis né, j'ai vécu à Paris. Ayant un pied dans plusieurs cultures, bien que ma famille soit tout à fait non religieuse, je me suis senti toujours à la fois, si vous voulez, à cette époque-là, mal à l'aise, toujours secrètement sentant que je n'étais pas tout à fait d'un bord. Et c'est peut-être ça qui m'a poussé, si vous voulez, d'abord à m'interroger peut-être sur la société. Peut-être que j'ai senti que le mal dont je souffrais venait de la société. Et d'autre part, je crois que le fait d'être un peu partout me libérait de préjugés qui existaient aussi bien dans mon milieu familial que dans le milieu national où j'étais. J'avais l'impression que j'étais un peu libre, toujours un peu distant à l'égard des autres. Et c'est difficile à dire, mais vous savez, très jeune, on avait 12-13 ans, c'était 34, 35, les ligues, le fascisme, le Front populaire. Ça traversait vraiment nos cours de récréation, même nos salles de classe. On était divisés, on ne savait pas très bien comment, entre rouge et blanc. Tous ces mouvements-là nous tourmentaient, on sentait qu'une guerre montait. Et alors, dans ce climat-là, moi j'étais très sensible à des idées internationalistes, à des idées de fraternité générale. Je voyais des films russes et ce qui me frappait beaucoup, c'était cette révolution qui explosait, ces commissaires politiques, ces marins. Et dans le fond, tout ceci se mêlait dans ma tête et je me suis trouvé dans des petits groupes révolutionnaires au début de la guerre, comme ça. Et vous étiez aux études, évidemment, au début de la guerre. Qu'est-ce que vous proposiez d'étudier? Qu'est-ce que vous vouliez faire comme carrière à ce moment-là? Eh bien, justement, je ne savais pas très bien. J'avais envie de connaître la société. Je voulais faire de la sociologie qui faisait partie de la licence de philosophie. Je voulais faire sciences politiques. Je voulais faire de l'histoire. Je m'étais inscrit à plusieurs cours en même temps et je me rendais compte que c'était impossible de tout faire. Et dès cette époque, je me heurtais à cette difficulté, c'est-à-dire une volonté d'embrasser un savoir assez riche sur l'homme et la société et la difficulté de réaliser. Finalement, j'ai fait mes études d'histoire et de droit. Et ces études-là ont été interrompues en partie par la guerre. Non, c'est-à-dire que j'ai terminé ma licence, mais j'étais déjà un peu clandestin. Et quand j'ai terminé ma licence, j'ai plongé tout à fait dans la clandestinité. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la résistance? Parce que vous avez fait de la résistance active. Maintenant, tout le monde en a fait en France, la résistance, surtout à compter de 44. Mais il y en a qui en ont fait depuis presque le début. Et vous en avez fait depuis le début, ou presque? Non, pas depuis le début. 41, oui, c'est ça, fin 41, oui. Vous savez, j'avais 20 ans, et disons, sur le plan presque personnel, je ne pouvais pas supporter l'idée que partout dans le monde, des jeunes comme moi se battaient, luttaient, risquaient la mort, et moi d'être dans un petit îlot médiocre à ne rien faire. Ça, c'est une chose qui, personnellement, me poussait. Alors, d'autre part, je lisais beaucoup, je devenais marxiste, hegelien, et malgré mes grandes résistances, parce que j'étais très opposé au Parti communiste avant la guerre à cause des procès de Moscou, je me convainquais moi-même que si je faisais quelque chose, ça ne pouvait être que dans la résistance communiste, qui me semblait celle avoir les plus grandes perspectives. J'ai l'impression que si j'étais communiste, je faisais partie d'une gigantesque fraternité mondiale. Et finalement, j'ai fait ce saut-là. Est-ce que votre adhésion au Parti communiste a coïncidé avec votre entrée dans la résistance ou s'est écoulé un laps de temps?
C'est un peu complexe, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à faire des actions clandestines, mais je ne voulais pas entrer dans le parti et j'avais peur qu'une fois cadré, comme on le disait à l'époque, je serais un petit peu comme le soldat, pied et poing, n'est-ce pas, livré à l'autorité supérieure. Et j'ai longtemps hésité, si vous voulez, avant de faire la véritable entrée. C'était comme entrer dans les ordres. Je voulais bien faire les jeux et les travaux des autres, mais je voulais pas, j'avais peur, n'est-ce pas, d'être... Enrégimenté, en quelque sorte. Le régiment, le mot est faible, vous savez. J'ai l'impression que j'aurais été tout à fait dans une gigantesque église, c'était ça. Et la résistance elle-même, quel souvenir en avez-vous maintenant à presque 25 ans de distance? Ben, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que c'était l'époque la plus intense et la plus riche de ma vie. J'ai l'impression que ces 2 ou 3 années sont celles où il s'est passé le plus d'événements pour moi. En dépit du fait que, dans le fond, presque tous mes amis de l'époque ont été arrêtés, torturés, tués. Je dirais que c'était un moment de malheur pour le pays. Personnellement, j'ai vécu intensément, j'ai un souvenir de bonheur. Et je ne veux pas qu'on se trompe sur ce que je dis, parce que j'étais moi-même, vous savez, personnellement libre. Je circulais, j'avais une fausse identité, je n'avais pas de lieu, je n'avais pas de toit. J'agissais où j'avais l'impression d'agir. Et enfin, disons, la sociologie a souvent remarqué que dans les périodes de crise, les individus sont souvent bien portants, qu'on ne se suicide pas pendant les guerres, Il y a moins de névrose. qu'il y a moins de névrosés, qu'il y a moins de fous. Eh bien, pour moi, je sens cette loi commune et je sens que dans ces périodes de grands troubles et de crise, je me sens bien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en mai 68 aussi, je me suis senti très bien. Justement, j'allais vous en parler. Parallèlement à ce que vous ressentiez, vous, quand vous aviez 20 ans, avez-vous retrouvé chez les jeunes qui se sont révoltés en mai le même sentiment que vous aviez éprouvé à l'époque? C'est très, très, très différent. Et pourtant, il y a une analogie. Mais si vous voulez, la grande différence, c'est que mai 68, ce qui a été vécu, je dirais, certains lieux comme la Sorbonne, comme Censier, comme l'École des Beaux-Arts, comme disons ces facultés occupées, étaient des lieux où brusquement cessait d'exister la loi commune. Il y avait un autre monde qui vivait. C'était presque un monde d'utopie, de rêve, appelez ça comme vous voulez, mais les gens vivaient selon des rapports différents. La loi de la société ne fonctionnait plus. Alors, on traversait le boulevard Saint-Michel, on était là. Alors que la résistance, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on était seul, avec des camarades, mais dans l'ombre, il n'y a jamais eu un seul endroit où on pouvait se reposer. Alors pour moi, c'est pas du tout la même chose. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces événements de mai, parce que je crois qu'ils sont décisifs dans certaines des démarches de votre esprit. Mais auparavant, je voudrais que vous résumiez les raisons qui vous ont fait quitter le parti. Maintenant que vous avez raconté les raisons qui vous ont fait entrer au parti. Et déjà, vous aviez des réticences à ce moment-là. Oui. Dans quelles circonstances votre démarche personnelle a-t-elle cessé de coïncider avec ce qu'on appelait la ligne du parti dans les années qui étaient marquées par un stalinisme, donc une rigidité doctrinale très forte? Ben, c'est-à-dire que dès que la guerre s'est terminée, dès qu'il y a eu le début de la guerre froide, dès que le stalinisme est redevenu dans le fond ce qu'il était au moment de 36-37, dès qu'il y a eu ce dogmatisme, je me suis senti brusquement très étranger personnellement. Et finalement, au bout de quelques années, parce que je voulais m'accrocher, je voulais rester, j'avais peur de partir, j'avais peur de trahir, mais je me rendais compte que j'étais pas à l'aise, que c'était pas ça, c'était pas mon idée, que je m'étais faux. Vous voyez, autrement dit, c'est parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu cette période où j'ai l'impression qu'il y avait une lutte à mort entre deux mondes, que le communisme stalinien était peut-être dur, terrible, inhumain, mais il était obligé de l'être parce qu'il devait se battre contre un ennemi dur, inhumain, qui l'encerclait, capitalisme, nazisme. Alors à ce moment-là, j'ai adhéré, n'est-ce pas, comme une sorte de force biologique, n'est-ce pas, qui est obligée de faire le tigre, n'est-ce pas, dans une sorte de jungle. Mais après, cette vision a changé, et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je croyais des nécessités de discipline n'étaient pas des nécessités de discipline, venaient d'un système, alors je l'ai analysé, je l'ai critiqué différemment, enfin tout ça, c'est difficile d'en parler, c'est très long, il y a eu un très long processus de très longues discussions avec moi-même, ça a duré des années. Vous vous êtes expliqué là-dessus dans Autocritique, et que vous avez écrit en 59, mais à presque 10 ans d'écart. Est-ce que vous vous considérez encore marxiste? Ben, vous savez, je me considère comme post-marxiste. Ça veut dire que pour moi,
la pensée de Marx reste un acquis, je l'ai intégrée, je ne l'ai pas désintégrée, je ne l'ai pas vomi, je ne l'ai pas déglutie. Elle est en moi, mais pour moi c'est un aspect, une partie de la conception que je peux avoir. Disons c'est un aspect provincial d'une conception que je veux, que je cherche plus large. Voilà ma position en gros. Alors vous êtes considéré évidemment comme un dévianniste, de la même façon que Lefebvre est considéré comme un dévianniste. Un déviationniste, bien sûr, mais ceci est flatteur, vous savez. Et la sociologie comme métier, comme carrière, ça s'est présenté pour vous vers 1950, mais dans quelles circonstances et à la suite de quel goût secret ou de quel choix délibéré? Ben, vous savez, donc je vous dis très jeune, je me tournais vers la sociologie, croyant naïvement que c'était là où il y avait la clé pour comprendre l'homme, et notamment l'homme moderne, ses problèmes. Alors ça m'a toujours tourmenté ces choses-là. Après la guerre, j'ai fait du journalisme, j'ai fait de l'occupation en Allemagne, enfin j'ai fait différentes choses, mais je me suis trouvé de plus en plus mal à l'aise, disons, pour m'exprimer, du fait que j'étais dans des organismes réguliers et permanents du Parti communiste. Alors, j'ai eu une occasion d'entrer au Centre national de la recherche scientifique, dans la section de sociologie. Et j'y suis entré, et depuis, j'y suis resté. Alors, la sociologie a d'abord été pour moi un refuge. Vous savez, on dit que les hommes politiques sont souvent des écrivains ratés. On peut dire aussi que les écrivains sont des hommes d'action ratés. Eh bien, moi, c'était parce que il y avait un échec, si vous voulez, sur le plan politique, qu'à un moment donné, je suis reparti vers le problème de la connaissance. Marx dit le moment n'est plus de comprendre le monde, n'est-ce pas, il faut le transformer. Eh bien, pour moi, comme tout le monde, je ne pouvais pas le transformer, j'essayais de le comprendre, tout en continuant à militer à ma façon individuelle après. Alors voilà, pour moi, ce n'est pas un métier. Je dirais même que je me suis trouvé mal à l'aise dans cet ensemble, parce que l'étiquette sociologue, comme on l'entend de plus en plus maintenant, me gêne, ça ne correspond pas à ce que je crois. Mais j'ai trouvé la liberté de travailler sur des sujets qui m'intéressaient. Et au nom de ces sujets-là, il y a le vaste domaine des communications de masse et de la culture de masse, que vous avez particulièrement étudié. Si on essaie de faire le tour de ça, qui représente quand même une des caractéristiques importantes de notre époque, comment jugeriez-vous l'apport des communications de masse sur les transformations de la société au XXe siècle par rapport aux sociétés traditionnelles? Vous savez, c'est aussi très difficile à dire parce que ces communications de masse, radio, télévision, cinéma, grande presse, c'est comme un système nerveux, c'est comme le réseau nerveux de nos sociétés. Alors, ce n'est pas simplement des moyens, ce sont aussi des choses qui ne font pas que véhiculer des informations, mais transforment la structure des sociétés. Prenez par exemple les sociétés du tiers-monde. Alors que nos sociétés, disons, enfin les sociétés d'Occident, d'Europe occidentale, ont d'abord connu une industrie de production, puis une industrie de consommation, et enfin le développement des masses médias, dans ces pays-là, vous avez au contraire d'abord les communications, avant qu'il y ait production, ni même consommation. Alors je crois, si vous voulez, que le rôle des communications dans le monde devient extraordinairement important. Et par exemple, disons que ce déferlement de révoltes étudiantes sur toute la planète n'a pas été provoqué par ces communications, mais il aurait été impossible sans ces communications. Il y a un tissu de télécommunications sur notre planète qui nous rend encore plus interdépendants les uns des autres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans les pays occidentaux, une culture s'est créée à partir de ces communications, a été véhiculée à partir, disons, de la loi de l'offre et la demande, du marché, ce qu'on peut appeler la culture de masse, et qui, à mon avis, alors, ces communications permettent de répandre les modèles, les idéaux d'une société donnée, qui est notre société, qu'on peut appeler industrielle, capitaliste, bourgeoise, technique, etc. C'est ça. Mais cette augmentation très considérable des moyens de communication, est-ce qu'elle agit en profondeur sur l'intensité de ce qu'on pourrait appeler
la culture traditionnelle ou la culture aristocratique. Je veux dire, par exemple, ceci qui, j'espère, est très concret. Du temps où Molière vivait, une pièce de Molière qui avait un grand succès touchait au maximum 3000 spectateurs. De nos jours, une pièce de Molière ou d'un auteur contemporain présentée à la télévision touche des millions de spectateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement changé dans la compréhension de l'auteur dramatique aujourd'hui par rapport à ce qu'on trouvait au XVIIe siècle, au temps de l'honnête homme? Et voilà, la grande différence, c'est qu'à l'époque, Molière ne touchait peut-être que quelques centaines de gens, mais c'était un événement historique. Aujourd'hui, si vous faites une émission de Molière sur des millions de gens avec les radars et avec les satellites artificiels, ce n'est rien du tout, parce que ce qui est important pour la télévision, c'est le téléreportage en direct sur la mort de Kennedy. Autrement dit, la culture de masse est importante par son art propre, par ses moyens propres, et non pas parce qu'elle reproduit, si vous voulez, Molière, Racine, etc. Je crois que, bien entendu, ça permet de démocratiser, d'accélérer la démocratisation disons, du théâtre de Molière. Mais, la consommation télévisionnaire est un phénomène de consommation, c'est-à-dire que des gens qui reçoivent beaucoup de télévision tous les jours absorbent Molière comme le reste et ingurgitent, et finalement, ce n'est peut-être pas tellement important pour eux. Alors, si vous voulez, dans le contexte, c'est pas important, la télévision n'est pas importante par rapport à Molière, mais elle est importante par rapport à notre rapport immédiat avec l'histoire qui se fait. Voilà la différence. Maintenant, il y a un autre aspect, je crois, qui est sous-jacent dans votre question, c'est ce problème de l'information. Il est évident que nous sommes absolument bombardés d'informations. C'est-à-dire qu'avec les journaux, la télévision, la radio, y compris cette émission, les téléspectateurs sont bombardés d'une série d'informations. Alors que, prenez l'époque, disons, de la Renaissance, du XVIIe siècle aussi, il y avait très peu d'informations. La culture était fondée non pas sur une grande quantité d'informations, mais sur un système de relations qui unissait les unes aux autres les informations pour une conception en profondeur. Alors il y avait la culture de l'honnête homme, il y avait une certaine conception de l'homme, de la société, ce que disaient La Rochefoucauld, La Bruyère, Montaigne, etc. C'était ça la culture. Information faible, mais une conception puissante. La tête bien faite par rapport à la tête bien pleine. Voilà, une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Et du reste, c'est affirmé parce que dès la Renaissance, il y a eu un déferlement d'informations avec l'imprimé, et il y a eu cette réaction de Rabelais de Montaigne disant il vaut mieux avoir la tête bien faite, déjà. Et aujourd'hui, le problème se pose en termes nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une culture faite d'informations, mais que nous n'avons absolument pas à relier, à organiser. Nous n'en comprenons pas le sens. Parce que qu'est-ce qu'une information? C'est ce qui est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est quelque chose qui n'entre pas dans le système de pensée préalable. Ça veut dire quelque chose d'absurde. Tout le problème est d'intégrer cette absurdité. C'est ce que comprennent bien les idéologies politiques ou les systèmes religieux qui disent « mais oui, mais nous savions d'avance que cet événement signifie cela ». Eux, n'est-ce pas, ils essayent de détruire l'information en disant que c'était déjà prévu par la doctrine. Mais le lecteur du journal quotidien d'ici, il voit cette myriade de faits, il est perdu. Autrement dit, il manque les éléments de cette culture en profondeur. Or, on ne peut plus aujourd'hui dire qu'il suffit de lire La Bruyère, Montaigne, La Rochefoucauld pour retrouver cette culture en profondeur. Il nous faut une culture en profondeur d'un type nouveau, capable d'éliminer dans l'information ce qui n'est que scorie accessoire, de tirer le sens de ce qu'il y a de nouveau, capable de modifier tout notre système par justement la part nouvelle de connaissances. Prenez par exemple ces révoltes étudiantes dans le monde, c'est un élément absolument nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles éclatent dans des pays de systèmes politiques, sociaux différents, d'évolutions historiques différentes? Quelque chose de très important. Nous ne le savons pas. Nous ne l'avons pas encore approfondi. C'est ça qui nous manque dans notre culture, le moyen de comprendre les choses extraordinaires qui se passent dans notre monde. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un moment où les masses médias favorisent ce déferlement d'informations qui, du reste, lui-même est provoqué par le développement de la connaissance des sciences, des techniques dans tous les domaines. Et il nous manque le système de connaissances. Et c'est le poète Eliot, n'est-ce pas, qui a dit très justement, il a dit « Quelle est la connaissance que nous perdons dans l'information
et quelle est la sagesse que nous perdons dans la connaissance. Il a très bien senti que nous perdons quelque chose, n'est-ce pas, de connaissance dans l'information. Dans ce nouveau type de culture en profondeur qui nous permettrait d'intégrer les phénomènes nouveaux, ce nouveau type est un type de culture en gestation qui est encore à trouver. Et avant qu'on ne le trouve, il se dresse quand même un certain nombre de difficultés, un certain nombre de barrières. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que les moyens, les techniques de diffusion massive avaient rendu les gens interdépendants. Bien sûr, il se passe aujourd'hui ce qui ne se passait pas il y a 50 ans, c'est que en rentrant de son travail, l'ouvrier est en contact par la radio ou la télévision ou par son journal avec les problèmes du Vietnam, avec la famine aux Indes, avec les problèmes du Biafra, ce que son grand-père n'a jamais connu. Il ne savait même pas qu'il y avait un Biafra. Il savait à peine qu'il y avait les Indes. Hein? Eh bien, est-ce que cet homme moderne qui est bombardé de ce genre d'informations qui devrait le rendre solidaire des autres, est-ce qu'il n'y a pas tendance, au contraire, non pas à se sentir solidaire, mais à dire « Oh, j'ai assez de mes problèmes ». Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Je crois qu'il se passe deux phénomènes effectivement très graves. Le premier, c'est le sentiment d'impuissance. C'est que nous voyons des choses dans le vidéo, mais c'est une membrane qui nous coupe du monde. Il est à portée de la main, mais on ne peut pas le toucher. Nous nous sentons absolument impuissants. La télévision accroît notre sentiment d'impuissance à l'égard du monde. Sauf quand elle est intégrée dans un circuit politique concret, par exemple des élections avec une campagne de télévision. À ce moment-là, le téléspectateur a une puissance, une petite, disons, parce qu'il sait qu'il a un bulletin de vote. Mais nous voyons le Biafra, nous n'avons rien. Et alors ceci accroît le phénomène spectatoriel, n'est-ce pas? Nous sommes passifs, surtout avec les pieds dans des pantoufles, devant quelque chose qui se déchaîne. Ça, c'est un point, je crois, très important. Et le deuxième point, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Parce que le deuxième point, c'est pas qu'en plus d'être... Ah, excusez-moi, je viens de le trouver. Allez-y. Je viens de le trouver. Le deuxième point, c'est que il y a une accumulation de souffrances. C'est-à-dire qu'effectivement, le propre de la télévision, il nous montrait toujours ce qu'il y a d'extraordinaire, de sensationnel, la mort ailleurs, disons, la guerre du Vietnam. Or, quand on voit s'accumuler quotidiennement les atrocités de la guerre du Vietnam, plus celles du Biafra, plus celles d'ailleurs, il se crée une sorte de phénomène de saturation et d'assoupissement de la sensibilité. C'est-à-dire que cet excès nous endort. L'excès des désastres et des désordres du monde nous endort et accroît à son tour cette impuissance et qui contribue à nous endormir, etc., etc. Voilà le drame, je crois, devant la télévision. C'est dans ce sens-là que j'essayais de dire tout à l'heure qu'on se sentait peut-être interdépendant des autres hommes, mais que ça n'atteignait pas les couches importantes oui, ça dépend. De la conscience. Vous savez, moi j'ai vu justement dans cette étude, dans une commune en Bretagne que j'ai faite, je me suis rendu compte de la profonde ambivalence de la télévision, parce qu'on voyait que des vieux, par exemple, des vieux de 70-80 ans, découvraient la télévision, ceux qui avaient été très actifs au cours de leur vie, ceux qui s'intéressaient au monde ou s'intéressaient à la politique. Pour eux, la télévision était une façon de rester jeune, de s'intéresser. Et il y avait une vieille, la tante Thérèse, qui a 84 ans, qui me disait « L'eau me vient aux yeux quand je vois ces petits-enfants, n'est-ce pas ?» Et je dis « On pourrait leur donner quelque chose d'ici en Bretagne. » Autrement dit, c'est ces gens-là qui étaient déjà des participants, la télévision accroît leur participation. Par contre, chez des gens qui avaient déjà tendance au repliement égoïste sur eux-mêmes, au contraire, l'idée, quand ils voyaient ces choses-là, ils disaient, ben écoutez, ça, nous déjà en Bretagne, on a nos problèmes, on ne va pas s'occuper de ces gens-là. Alors, on voit très bien que ce sont des images dont nous transmutons nous-mêmes le sens selon que nous voulons nous refermer et selon que nous voulons nous ouvrir. Et alors on revient à un autre problème aussi, c'est qu'elle s'intègre dans une civilisation de la maison close, de l'appartement clos, de la personne qui va être tranquille après le travail. Et c'est cette attitude fondamentale qui enlève à la télévision toute sa force virulente. Alors que dans d'autres conditions, dans des occultes collectives, je ne sais pas, la télévision pourrait avoir une force de choc. Mais cette culture de masse, on se réfère à la télévision, mais on pourrait aussi bien parler de la radio, du cinéma, de la grande presse. Cette culture de masse, vous l'avez vous-même signalé, correspond à une standardisation de plus en plus grande, à une homogénéisation des valeurs. Et est-ce que ça ne représente pas un danger pour une véritable culture, même pour une culture nouvelle, cette espèce de nivellement? Oui, mais remarquez, je reviens un petit peu sur cette opinion que j'ai exprimée il y a 6 ans.
D'abord parce que, disons, je l'avais nuancé. Je disais je vous la rends de façon grossière. Non, mais dans mon livre, je disais qu'aussi, il y a toujours une part de créativité. Il y a toujours une lutte dans la culture de masse entre les nécessités, disons, de production, de faire un produit quasi industriel, et la nécessité d'avoir un élément original, nouveau, qui fait que, disons, même à Hollywood, qui était la grande usine de rêve, il y a eu des créations extrêmement importantes et originales, disons, pendant la grande époque d'Hollywood. Alors, ce qui se passe maintenant, et on voit que cette culture de masse tente à être de moins en moins standardisée. Il y a des dislocations. Prenez le cinéma, par exemple. Eh bien, on voit très bien qu'aujourd'hui, que ce cinéma moyen standard qui étendait son règne il y a encore 15 ans, c'est fini. Il y a une zone de cinéma d'art, de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant, avec ses circuits, avec ses salles dans les grandes capitales et maintenant dans des villes moyennes. Et il y a ce fait, si vous voulez, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a une période d'homogénéisation, il y a une période de standardisation dominante, et maintenant on va vers une période d'éclatement, et où partout vous avez les troisièmes programmes de télévision ou de radio, vous avez le cinéma d'art. Vous voyez ces aspects diversificateurs qui se produisent. Et j'ajouterais aussi, c'est que cette culture de masse, dans la mesure où elle est très sensible aux problèmes d'une société, dans le fond, eh bien, pendant un temps, elle a traduit l'aspiration euphorique au bonheur qui montait de la société américaine dans les années, disons, 30 à 60. C'était la happy end dans les films, tout se terminait bien, il y avait un beau baiser sur la bouche, et puis une belle musique, et les amoureux étaient enveloppés de cellophane. Alors, c'était cette époque-là. Or, maintenant, elle est beaucoup plus sensible aux contradictions et, disons, à la difficulté de trouver ce bonheur. Et justement, le fait de vivre dans des maisons avec tout le confort, etc., démontre que le bonheur n'est pas donné ipso facto avec ses commodités matérielles. Et on voit dans le cinéma américain, italien, des films, on voit dans les émissions des choses qui commencent à montrer cet aspect. On voit par exemple avant les magazines consacrés aux vedettes et aux stars nous parlaient que de leur bonheur, de leurs idylles. Maintenant, on parle de leur divorce, de leur tragédie, parce qu'il y a aussi des tragédies réelles, que Marilyn Monroe s'est suicidée, que Brigitte Bardot attendait de se suicider, qu'elle n'est pas heureuse. Alors, tous ces Olympiens, tous ces personnages des demi-dieux qui étaient les symboles et les images idéales d'une société merveilleuse, on se rend compte brusquement qu'ils ne sont pas heureux, que leur vie de palace, de bungalow, de vacances, de fêtes, cache une poursuite éperdue du bonheur, c'est-à-dire une insatisfaction. Et aujourd'hui, une partie de cette culture de masse traduit ce malaise, un malaise dans la civilisation. C'est pour ça que je corrigerai un peu ce que j'ai dit à l'époque. Mais cette culture de masse, vous venez de le montrer, a sécrété presque automatiquement des idoles, des vedettes qui ont joué un rôle par leur seule présence dans la société et qui continuent à le jouer d'ailleurs. Parce que la création de mythes par la culture de masse, c'est une de ses conditions d'existence et de développement. La création de ce que vous avez appelé aussi des utopies. Et tout ça couplé à la civilisation du loisir qui parallèlement évolue avec la culture de masse. Je pense que vous avez déjà qualifié d'utopie, dans un sens très précis, une grande manifestation de culture de masse comme Expo 67, par exemple. Oui. Quand vous étiez ici l'an dernier, vous avez, à l'aide de certains collaborateurs, de jeunes étudiants, étudié particulièrement le phénomène Expo 67. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement vos impressions ou les conclusions auxquelles vous pourriez être arrivé au sujet de cette manifestation de culture de masse? Oui, c'est-à-dire que je veux surtout définir cette idée d'utopie concrète. Je veux dire que dans notre société, on voit que non seulement il y a des mythes et des héros qui essayent de nous donner les images modèles, disons, du bonheur qu'il est censé devoir donner, mais elle commence à essayer de créer des lieux provisoires où on élimine tous les aspects déplaisants, pénibles de la vie, à commencer par l'aspect travail, c'est-à-dire surtout dans les vacances. Alors, il se crée de ce qu'on appelle des utopies. Je dirais des vacances, des plages sont des utopies, sont des endroits où on essaye de vivre dans un autre monde, un autre type de rapports sociaux, des rapports plus amicaux, plus camarades, que dans la vie quotidienne. Et la réussite sur ce plan-là, par exemple, vient d'un organisme français qui s'appelle le Club Méditerranée. Qui doit s'implanter ici. Qui va s'implanter dans le monde américain. Vous le connaissez bien, le Club Méditerranée? On a cette formule de vacances? J'y suis passé 15 jours
du 15 août au 1er septembre. Enfin, et j'étais tout à fait... À titre de vacancier ou à titre de sociologue? J'ai été invité pour pour participer à un forum là-bas, et du coup j'ai vécu, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, il y a donc 1000 ou 1200 ou 1300 personnes. Dans le village où j'étais, ça s'appelle le village de Céphalou. Eh bien, c'est un village, enfin, d'où l'argent était expulsé. Bien entendu, il fallait payer à l'avance, mais une fois dans le village, on ne paye rien. Il y a des petits colliers pseudo-primitifs, à part que c'est en matière plastique, et qui servent de monnaie pour les bars, pour les boissons. C'est un monde où le tutoiement circule normalement, c'est-à-dire où il y a des rapports de camaraderie qui existent jusqu'à un certain point. C'est un mode, disons, où il y a deux catégories, les GO et les GM. Les GM, c'est les gentils membres, les GO, les gentils organisateurs. Ah, c'est mignon, ça. Qui sont ni tout à fait des stewards, ni tout à fait des scouts, ni des pères auberges, mais des gens qui sont à la disposition des GM à chaque moment. Il y a une liberté de choix dans les loisirs incroyable. On peut choisir, je ne sais pas moi, suivre des cours de voile, de chasse sous-marine, de yoga, de karaté, de judo, de guitare. On peut regarder les étoiles avec une lunette astronomique la nuit. On peut danser jusqu'à 5 heures du matin. Enfin, il y a une liberté de choix extraordinaire. Et en même temps, le club nous nourrit comme une grande mamelle. Il y a une nourriture en quantité illimitée. Les tonneaux, n'est-ce pas, sont à la disposition de chacun, les tonneaux de vin. Alors, c'est un climat absolument utopie, d'une utopie concrète, qui fonctionne grâce à une totale irresponsabilité, c'est-à-dire on se sent coupé de la vie normale, et y compris du reste des événements, parce que le transistor, par exemple, est interdit pour éviter le bruit. Mais moi, comme je l'ouvrais clandestinement, parce que je n'étais ni GO ni GM, mais GS, c'est-à-dire gentil sociologue, alors je suis tombé un jour sur l'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Les GN, vous avez des gentilles nouvelles. J'ai eu des pas GN du tout. Et j'ai avisé de la chose au petit déjeuner. Vous savez, on est placé à l'étape de 8, alors on est assis au hasard avec des gens, des nouvelles. Mais les gens étaient très mécontents de cette nouvelle qui venait perturber les vacances. C'est-à-dire que ça suppose un état d'irresponsabilité totale à l'égard d'être coupé du monde. Alors, c'est une utopie concrète. Alors, l'Expo, à sa façon, c'est une utopie, c'est-à-dire que une fois qu'on entend d'abord, l'utopie était une île, n'est-ce pas? C'est une île, et cette île, disons, obéit à d'autres lois que celles de la société, du monde de l'autre côté du fleuve. Et ces lois, c'est une loi d'euphorie. Par exemple, les nations se présentent, mais les nations sont toutes aimables, elles sont toutes extrêmement gentilles. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème raciaux, en URSS, il n'y a pas de problème politique et social. Enfin, aux Indes, il n'y a pas de... Enfin, n'est-ce pas, je ne veux pas citer les pavillons, mais tous présentent un aspect absolument merveilleux et gentil d'eux-mêmes. Le thème, disons, Terre des hommes, est un thème présenté d'une façon extrêmement optimiste, nous dit que l'homme, grâce à ses dons, va être bientôt maître de la planète, va résoudre tous ses problèmes fondamentaux. Il reste quelques petites questions. Il y a une petite bombe atomique par-ci, qui est un peu gênante. Il y a une peu de famine par-là. Mais enfin, il y a un climat d'euphorie par l'expulsion des difficultés de la vie. Et en plus, il y a ce lieu de fête permanente, qui est la Ronde, qui est un lieu du déploiement, effectivement, de ce côté joyeux et heureux. Alors l'Expo, n'est-ce pas, c'est une île de bonheur, disons, c'est bien d'autres choses encore, n'est-ce pas? On peut l'analyser sous différents points. Mais là, je voulais vous dire un petit peu dans quel sens je dis utopie. Et on est dans une société qui essaye de contrebalancer les aspects extrêmement oppressifs de la vie quotidienne. Parce que quand je dis oppressif, c'est pas tellement par un État policier qui, dans beaucoup de pays, n'est pas actuellement assez modéré. Mais c'est la discipline quotidienne, la discipline du travail, la relation de chacun avec le travail, qui le plus souvent est une relation terrifiante parce que le travail est parcellaire, petit, rétréci. Le bus, le métro, une sorte de contrainte permanente et invisible, d'où le besoin de ces détentes, en quelque sorte, où l'on va récupérer. Et notre société fabrique des alternances, c'est-à-dire des endroits où on va se recharger, ces accumulateurs, si vous voulez, pour rentrer dans la vie quotidienne. Mais ces contraintes quotidiennes, ne serait-ce que les contraintes du travail, sans parler
toutes les contraintes que la société, même la plus libertaire, impose, est-ce qu'elle ne détermine pas chez l'individu qui en est conscient aussi des sentiments d'agressivité? Pas seulement le goût de s'évader, mais aussi des sentiments d'agressivité. Est-ce que ce n'est pas là une des explications de la présence de la violence à la télévision et au cinéma, par exemple? Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il semble bien que dans ces sociétés extrêmement policées, où les individus, dans le fond, n'ont pas la possibilité de pouvoir donner libre cours à leur agressivité physique, parce que sinon ils se font arrêter dans la rue, n'est-ce pas? On ne peut pas... Pourquoi les westerns nous plaisent tellement? C'est parce que c'était l'endroit, à la fois réel et mythologique, où sur un bar, la tête d'un type ne vous plaît pas, vous sortez aussitôt votre revolver et vous tirez dessus. Donc nous ne pouvons pas accomplir ces actes agressifs. Ils sont réservés souvent aux scènes conjugales ou à ces choses-là. Alors, toutes ces images de violence et ces films de plus en plus, je dirais, oniriquement violents, c'est-à-dire une violence de rêve comme les James Bond, alors sont-ils là pour décharger cette agressivité, c'est-à-dire pour faire un peu ce que Aristote appelait la catharsis, la purification, pour nous purifier et nous faire transférer, n'est-ce pas, sur des actes imaginaires, une agressivité permanente? Mais ce sont les Ou est-ce qu'au contraire, ils n'entretiennent pas cette agressivité sans vraiment la soulager? Ça, je crois que le problème est ouvert, il est très difficile. Alors là, vous parliez de malaise, vous pensiez évidemment à ce livre de Freud qui est resté extraordinairement actuel, bien qu'il ait écrit en 1927, qui s'appelle Malaise dans la civilisation, et où il disait que, contrairement à l'idée qui est encore communément reçue, c'est-à-dire qu'il disait que plus la civilisation se développe, moins l'homme peut être heureux, parce que la civilisation, c'est une multiplication de petites contraintes invisibles. Et alors, en même temps que ces contraintes se développent, elles répriment notre agressivité, laquelle couve, et puis éclate et explose, et c'est pour ça qu'avec son pessimisme, il disait que les guerres doivent revenir, etc. Nous arrivons à être obligés à réfléchir sur des problèmes comme ça, et c'est assez difficile, en effet, de deviner ce que signifie cette violence énorme dans les images, dans les lectures, dans les romans, dont nous sommes environnés, dont sont environnés des gens extrêmement calmes. Ce qui est certain, c'est que par une brèche, la violence a fusé dans la réalité, ce sont ces révoltes étudiantes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là, justement, ils ne sont pas, eux, intégrés dans cette société. D'une certaine façon, ils refusent l'intégration, et ce sont eux qui portent la violence. Alors que les gens qui sont intégrés consomment de la violence sans être violents. Nous allons revenir à ce malaise de la civilisation, justement par le biais des jeunes. Et je voulais vous demander si vous paraissait caractéristique que une des conséquences de la culture de masse, c'était la promotion de l'idée de jeunesse. Que ce qui était plus important, c'était la jeunesse par rapport à l'âge adulte ou à la vieillesse, par exemple. Ben, à mon avis, il est certain que la culture de masse joue un rôle, mais je ne crois pas que c'est le rôle premier. Je crois, si vous voulez, que on était dans une civilisation où l'adulte était considéré comme la valeur suprême. Or, ce fait qui semblait normal n'est pas normal du tout. Par exemple, dans beaucoup de civilisations qu'on appelle la primitive ou archaïque, c'est le vieillard qui est l'homme véritablement accompli, parce que c'est lui qui sait, qui a la sagesse et qui a la science. Alors, dans notre société, au contraire, le vieillard, au bout d'un certain moment, d'un certain âge, n'est-ce pas, on pense qu'il est usé, on le met dans un coin, on le nourrit un petit peu, n'est-ce pas, puis on lui donne quelques loisirs, on lui donne une télévision d'ailleurs, et on s'occupe jusqu'à ce qu'il meure gentiment. Autrement dit, c'est fini, n'est-ce pas? Le règne des vieillards est terminé. Maintenant, c'est le temps des petits vieux. Mais l'adulte voit déjà son règne menacé, parce que dans une civilisation en devenir extrêmement rapide, disons, il n'est pas dit qu'un homme de 40 ans même ait plus d'expérience qu'un homme de 20 ans. Dans le domaine scientifique, on se rend compte qu'un jeune chercheur, n'est-ce pas, est déjà plus apte qu'un homme de 40 ans. Mais en plus, on arrive à un point de rupture où, à mon avis, le malaise de la civilisation, dont l'adulte n'est pas conscient. Et pourquoi il n'est pas conscient? Parce qu'il est accoutumé. Parce que lui pense, une fois qu'il est installé dans sa vie, il oublie tout ce que sa vie peut avoir d'appauvrissant, de misérable, de médiocre, et il attend lui aussi, justement, la vieillesse, il va vivoter, il ne va pas se poser de grands problèmes. Le jeune
n'étant pas accoutumé, n'étant pas encore entré dans ce monde, voit très bien la fausseté de ce monde, la pauvreté de ce monde, et se trouve dans un état de contestation. Et à travers toutes ces fameuses contestations, ce qui est en question, finalement, c'est le droit de l'adulte de considérer sa société, sa vision du monde comme la seule vraie, et considérer que les aspirations ou les volontés des jeunes sont des enfantillages. Moi, je crois que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, de même qu'il y a eu, disons, le tiers-État, c'est-à-dire, à un moment donné, au moment de la Révolution française, cette partie qu'on appelait le peuple, la bourgeoisie, qui était considérée comme des inférieurs politiquement, ont refusé cette infériorité et ont provoqué cette sorte de bascule qui les a fait reconnaître. De même qu'à un moment donné, les pays colonisés ont refusé cette tutelle et ont fait reconnaître leur indépendance, je dirais que de même, pour l'adolescence et la jeunesse, il se passe un mouvement de fond, c'est-à-dire où cette adolescence refuse un statut inférieur. Que revendique-t-elle? Certains des jeunes, la minorité révolutionnaire, elle veut révolutionner toute la société adulte selon des normes autres. Une autre veut simplement que la société adulte reconnaisse l'égalité, la laisse tranquille, disons un peu, c'est l'optique hippie, n'est-ce pas? Laissez-nous tranquilles dans nos coins, nous vivons comme nous voulons, vivez comme vous voulez. C'est une sorte de coexistence, disons, pacifique. Il y a plusieurs... Au sein des mondes étudiants, il y a ceux qui veulent avoir le droit de regarder les programmes, de discuter des professeurs, etc. Bon, il y a une revendication qui peut prendre différentes formes, mais la lame de fond, c'est ça. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas conscient du phénomène, mais la culture de masse, qui est un organisme, surtout dans les pays occidentaux, en Amérique, très commercial, c'est-à-dire qui recherche le profit maximum, a senti que naissait, que se développait, bien entendu, un public adolescent qui cessait d'avoir les mêmes goûts que le public adulte. Et ceci a commencé très nettement à partir de 55-56, c'est-à-dire, prenez l'année James Dean, n'est-ce pas, dans le cinéma, suivi immédiatement par le rock, n'est-ce pas, et ses ensembles rock. Et ce n'était pas simplement une question de cinéma et de danse ou de musique, c'était un style de vie qui se créait, c'était des groupes qui se créaient. Et aux États-Unis, où les choses étaient assez nettes et assez avancées, c'était le phénomène beatnik et puis le phénomène hippie. Et alors la culture de masse, d'un côté, si vous voulez, l'exploiter commercialement, ce phénomène de révolte juvénile, et le répandait, de l'autre côté, essayait un petit peu, si vous voulez, d'en enlever les ferments un peu trop virulents. Mais il n'en reste pas moins, par exemple, qu'elle faisait vendre du Bob Dylan, du John Baez, de toutes ces chansons de contestation, comme en France du reste. Ce qu'il essayait, c'est d'éliminer les éléments un peu trop virulents, un peu trop contestants. Et dans cet équivoque, les choses sont venues. Et on n'a pas fait attention à des symptômes extraordinaires d'agressivité comme la fameuse nuit de la Saint-Sylvestre à Stockholm en 1957, c'est-à-dire ces nuits où brusquement de ces jeunes de cette société la plus paisible, la plus confortable apparemment, où tous les problèmes étaient réglés, brusquement ces jeunes se mettent dans la grande rue à brutaliser les vieux, à renverser les voitures, à tout casser. Et puis on n'a pas vu que, et puis toutes ces batailles entre mods et rockers en Angleterre au cours de l'année 63, si je ne me trompe, comme en 63 la nuit de la nation à Paris. Alors d'un côté, vous avez une sorte de culture de masse qui développe la culture juvénile, adolescente, et dans les marges, vous voyez très bien qu'il y a quelque chose de très agressif qui se fait contre la société adulte. C'est-à-dire que les éléments les plus marginaux ont cette sorte de violence aveugle. Ils s'y sentent mécontents de ce monde, mais sont eux qui ne peuvent l'exprimer qu'à travers des actes physiques. Alors que chez les étudiants, ça va se passer par d'autres moyens. Ça sera à travers de la lecture des textes d'auteurs révolutionnaires, de sociologues révolutionnaires, de Marcuse, etc. Et ce qui s'est passé, disons en mai à Paris, c'est que pour la première fois, vous avez la rencontre de ce qu'on peut appeler la culture de masse, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, les adolescents, les jeunes, sentent qu'ils font partie d'une communauté par rapport au monde adulte, d'une façon très nette. Et ce qui s'est passé le 3 mai à Paris, c'est que quand des quarts de police ont arrêté quelques étudiants qui étaient à la cour de la Sorbonne, spontanément, des jeunes, des lycéens, qui n'étaient pas du tout militants politiques, ont vu ceci, ont eu un réflexe de solidarité, ont jeté des pierres contre les quarts de police, et tout a commencé comme ça. Alors aujourd'hui, il y a une conscience collective, il y a ce qu'on peut appeler une classe d'âge, et il y a une lutte de classe d'âge qui se mélange à la lutte de classe sociale d'une façon très curieuse. Il y a quelque chose où je crois que cette culture de masse a joué un rôle ambivalent. Oui, ces jeunes qui se sont révoltés avaient, dans la plupart des cas, des parents. Selon les témoignages que vous avez pu recueillir, selon votre propre expérience, quels ont été les nouveaux rapports entre les jeunes protestataires et leurs parents qui avaient 40, 45 ans, 50 ans? Bien, écoutez, moi j'ai l'impression que
dans des pays, disons, comme la France et comme les pays occidentaux, on avait dépassé la phase du famille je vouais. Je veux dire que le père était déjà vaincu, c'est-à-dire que des jeunes étaient jeunes sans subir, enfin je parle des grandes villes bien entendu, une très grande contrainte de la part de leur père en tant que père. Et il y avait une coexistence pacifique entre eux. Autrement dit, quand ils sont révoltés, ça n'a pas été une révolte, disons, d'individus contre le père, parce que ces révoltes individuelles se font en famille. Alors on se dispute en famille, on lave son linge plus ou moins sale en famille, ou on quitte sa famille. Pas du tout. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que beaucoup de ces jeunes, dont les parents étaient très établis dans la société, il paraît qu'il y a eu les enfants de 50 députés 5e République qui étaient du côté des barricades. On dit même, enfin bon, on dit même, les enfants du préfet, n'est-ce pas, étaient de l'autre côté. Enfin, il y avait des scissions extraordinaires au sein des familles. Mais les rapports entre parents et enfants restaient des rapports cordiaux, mais ils s'opposaient sur le plan des mondes, des classes. Autrement dit, ce n'était pas l'agressivité du fils contre le père, mais c'était quelque chose qui se jouait à un autre plan. C'est l'agressivité de la classe adolescente à l'égard de la classe adulte. C'est ça, ou de la société, et de la société adulte. Mais est-ce que une des explications de tout cela ne résiderait pas dans ceci, à savoir que les gens de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans avaient peut-être découvert que dans la société moderne, avec toutes ces contraintes et en dépit de tous les progrès, que l'homme dans cette société-là était floué, qu'il était perdu d'avance, qu'il n'y avait pas d'avenir véritable pour lui au sens de la dignité et de la liberté, et que les jeunes ont à leur tour découvert ça, mais au lieu de le cacher, ils l'ont proclamé. Moi, je crois que les fils ont réveillé les pères, mais c'est peut-être lié aussi à un phénomène français, vous savez, parce que, par exemple, les jeunes de 20 ans, bon, des parents de 40, 45 ans, dont beaucoup sont de la génération, justement, de la guerre, de la résistance, et ils ont réveillé chez les parents l'écho, le souvenir de leur propre lutte, de leur combat, de leurs anciens espoirs, etc. Je veux dire que ces jeunes ont renoué avec l'histoire de France dans un sens, c'est-à-dire que et ils ont dit non, on n'est pas dans une société industrielle où tout va s'aplatir irrémédiablement pendant des siècles, etc. On est dans une société où sans arrêt il y a eu des révolutions, des contre-révolutions, etc. Et c'est ce qui est, et je l'ai vu très souvent, et surtout pour des camarades qui étaient avec moi dans la résistance, dans les anciens combats politiques, il y a eu une attitude extrêmement contente de voir les enfants faire ceci et agir sur eux comme une sorte de réveil. Ça m'a beaucoup frappé et ça a joué du reste en faveur de cette révolte étudiante parce qu'il y a eu un climat d'assez grande compréhension des parents pendant les débuts à cause de ça. Et effectivement, les jeunes ont été un peu la conscience des adultes dans la mesure où effectivement ils se révoltaient alors que les autres pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire qu'à continuer à vivoter. Mais cette révolte des jeunes, dans la mesure où elle traduit un malaise profond de la civilisation, parce que c'est une révolte qui était presque à l'échelle planétaire, nous amène à poser la question suivante. Comment ce malaise de la civilisation va-t-il se résorber et quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer pour trouver des solutions à ce malaise de la civilisation? Oui. Selon vous, est-ce que la tendance de certains d'entre eux à chercher une nouvelle idéologie pour la substituer à l'ancienne représente une solution? Alors, vous parlez d'un malaise planétaire. Cela veut dire que non seulement, disons, la société dite de consommation qui était présentée comme le modèle universel pour toutes les sociétés sous-développées pose des problèmes redoutables. Je dirais pour moi que, si vous voulez, cette société riche matériellement est une société très pauvre humainement, qui souffre de carences, de maladies aussi terribles que la lèpre, la syphilis ou le cancer, disons, sur le plan physique. Mais on se rend compte aussi que d'autres sociétés qui se prétendent modèles, n'est-ce pas, à commencer par les sociétés de l'Est, n'est-ce pas, comme l'URSS, sont elles-mêmes des sociétés très profondément insuffisantes, oppressives. Et plus largement, même quand on voit les pays qu'on appelle en voie de développement, les pays du tiers-monde, les révoltes d'étudiants dans un autre contexte, c'est la carence, si vous voulez, c'est la contestation du monde social des pairs. Alors finalement, ça veut dire que
Il n'y a aucune société aujourd'hui qui soit ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire une société harmonieuse et capable de régler les problèmes humains fondamentaux. Il y a ceci, et l'universalité de la révolte étudiante nous fait prendre conscience. Elle nous fait prendre conscience parce qu'on se rend compte que cette crise des civilisations est en fait une crise, disons, est une crise de l'humanité. C'est-à-dire c'est au moment où on sent que la planète a besoin d'être unifiée. On a besoin, c'est le moment où, disons, il faut que l'homme soit homme avec l'unité planétaire, c'est-à-dire avec la fin de ces rivalités de races, de nations, l'oppression des classes, des castes. On sent que alors, il traduit, si vous voulez, le sentiment de l'unité de l'espèce humaine, cette révolte. Pour la première fois, disons, c'est une année où nous sentons que, bien qu'il y ait des différences énormes, les mêmes problèmes, les mêmes angoisses traversent toute la planète. Ils nous font prendre conscience de ceci. Ils nous font prendre conscience que les solutions, les prétendues solutions jusqu'à présent avancées, n'en sont pas. Mais la recherche de ces solutions, je crois, est extrêmement difficile. Le dépassement des idéologies est une tâche extrêmement ardue. Ce qui est certain en France, prenez par exemple le 22 mars avec son caractère nouveau et son efficacité vient du fait qu'il était à la fois, je dirais, post-anarchiste et post-marxiste, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient au-delà de la doctrine anarchiste, la théorie officielle, et au-delà du marxisme officiel et institutionnel. On sent qu'il y a quelque chose dans ce domaine-là, mais il faut aller plus loin. Ce sera un travail qui mettra, je crois, une longue période et que on va entrer dans une époque de chaos pendant un certain temps. Je veux dire de chaos, c'est-à-dire que il y aura des foyers de troubles un peu partout sur la planète. Cette unité de l'espèce humaine qui est le besoin aujourd'hui essentiel, elle ne va pas se réaliser dans les années qui viennent. Peut-être que c'est la bombe atomique qui évitera l'explosion généralisée et la désintégration en chaîne, mais on va entrer dans une période dure. Et je crois que ces révoltes nous montrent qu'il faut en finir avec cette idée qu'il y avait des îlots dans le monde qui pouvaient penser qu'ils allaient au contraire entrer dans une sorte de paix, de bonheur et de tranquillité. C'est faux. D'ailleurs, on le voit bien dans la grande nation voisine d'ici, les États-Unis. C'est faux, c'est faux. Mais dans cette mutation rapide de la civilisation moderne vers des formes qui restent encore à découvrir, quel peut être le rôle des sociologues? Ou pour poser la question différemment, pourquoi des sociologues? Je me le demande depuis de longues années, vous savez. Vous savez, alors là, la sociologie est un des mythes modernes, est un des mythes de la culture de masse. Je vois souvent dans les journaux des phrases comme « les sociologues disent ceci » ou « les sociologues disent cela ». Et là-dessus, alors on avance des propositions souvent complètement ineptes, que parfois les sociologues eux-mêmes profèrent. Mais les sociologues, la sociologie d'abord, je dirais, ça n'existe pas. C'est un champ où se disputent d'abord deux façons de considérer le monde. Disons, si on passe, je parle du point de vue de l'action de la sociologie. Ou bien on considère que ce qui ne va pas, la maladie, est une maladie des individus, des groupes, et que la tâche à ce moment-là du sociologue est d'intégrer ces groupes et ces individus à la société. C'est un peu le docteur, n'est-ce pas, qui dit, eh bien, il faut que vous deveniez normal. Ou bien le sociologue considère que si ça ne va pas, c'est que la société, elle est malade et qu'il faut essayer de guérir la société. Alors déjà, vous voyez un premier divorce en disant, en gros, pour simplifier la sociologie à l'américaine, enfin telle qu'elle fleurissait pendant longtemps, qui essaye d'intégrer les gens dans leur vie quotidienne, dans leur travail, et d'autre part, une sociologie de type critique, comme Marcuse et comme Lefebvre et comme d'autres. Alors déjà, la sociologie, c'est le sang-clos entre ces deux tendances. Je dirais qu'en plus, le sociologue est comme le médecin, mais comme le médecin il y a 3 siècles, parce qu'aujourd'hui, le médecin continue à exercer un art. Quand le médecin voit un malade, il a quelques indices comme fièvre, comme rougeur, et là-dessus, n'est-ce pas, il fait un pari dans son diagnostic. Le diagnostic est toujours d'un art extrêmement risqué. Mais la chance qu'a le médecin, c'est son assurance, convainc le malade, et le malade guérit tout seul parce qu'il a confiance au médecin, parce que le médecin est un peu sorcier. Alors le sociologue ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça, et c'est pour ça qu'il rate son action le plus souvent. Alors, le sociologue, lui,
il ne connaît pas encore la société comme aujourd'hui la physique, la biologie, la chimie connaissent l'organisme humain. On ne connaît que quelques lois très générales, et le sociologue se camoufle de science comme les médecins de Molière dont vous parliez tout à l'heure, comme Diafoirus. Ils se camouflent de science, ils font des grands discours, ils finissent par se convaincre eux-mêmes. Mais en réalité, ce sont des gens qui parfois ont du flair et parfois n'en ont pas. Eh bien, il ne reste hélas que 30 secondes. Et je me souviens d'un article que vous avez déjà publié sur les entrevues à la télévision, où vous disiez que dans la plupart des cas, l'entrevue à la télévision était soit dévitalisée, soit conçue comme une tromperie par le téléspectateur, et que rarement elle apportait une compréhension nouvelle. Eh bien, je crois que ce soir, grâce à vous, il y a eu précisément cette compréhension nouvelle de phénomènes qui vont de plus en plus prendre l'importance, et je vous remercie infiniment.